c'est pas elle, c'est Alain Mello qui parle. Donc une réflexion en cours aussi sur la question de comment naissent les coopératives. Je me pose la question en fait du fondement sociologique de ces entreprises, essentiellement courant, disons fin 19e, début 20e, voire plus anciennement pour certains, puisque je vais m'appuyer sur deux exemples que je connais un petit peu, c'est-à-dire un certain nombre de coopératives de consommation, notamment celles issues de la dite école de Saint-Claude, dans le Jura, et d'autre part les coopératives agricoles qu'on appelle aussi des fruitières, qui sont aussi dans le Jura. Et puis j'étendrai aussi géographiquement un peu la comparaison. Donc on a souvent effectivement il n'y a pas d'image. On a souvent entendu que les coopératives naissaient dans la misère, que c'était une solution apportée à la misère, et les coopérateurs eux-mêmes, rapportant le discours des origines, parlent de ça. Et souvent aussi, ils proposent une sorte de fondateur, une sorte de père. Donc voilà, à partir de ces discours-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Et bien sûr, de toutes sortes de sources que j'ai pu étudier. Donc les coopératives, ce type de structure collective, associative, formalisée par des statuts, apparaissent au 19e. Ils viennent répondre à une carence, c'est-à-dire à une destruction en fait d'un système avec les lois révolutionnaires et une recomposition lente seulement des corps intermédiaires, qui sont des corps pourtant essentiels à l'existence des individus, puisque c'est là-dedans qu'ils grandissent et c'est là-dedans qu'ils peuvent s'épanouir. Aussi, bien sûr, en travaillant avec des collectifs, parce qu'il s'agit toujours de l'individu se positionne toujours pour établir une stratégie pour vivre, voire survivre, c'est-à-dire que donc chercher l'information et construire la stratégie de son existence. Et tout ça, c'est plutôt fait de manière générale avec du collectif, c'est-à-dire que c'est très très rare, voire inexistant, l'expérience individuels qui réussissent. Et donc, ça s'est fait dans des collectifs, quelle que soit leur morphologie. C'est-à-dire qu'on a eu des collectifs horizontaux, des collectifs verticaux, hiérarchisés. Et la famille a été un des collectifs vraiment très, très importants pour l'épanouissement des individus et la fabrication de cette stratégie, à la fois, qui était du coup à la fois individuelle et à la fois collective. Et on entend par famille non seulement, bien sûr, les co-résidents, on pourrait dire la famille nucléaire, mais aussi tout le système élargi de la famille, qui très longtemps a été très puissant, avec les alliances, bien sûr, les beaux-frères, etc., et les parentés artificielles ou les parentés fictives, que ce soit pour l'Ancien Régime, par exemple, les confréries ou les corporations, etc., avec la terminologie qui rejoint tout à fait celle de la parenté. Donc ces collectifs étaient le lieu et l'échelle d'expression des individus et leur manière d'affirmer et de construire cette stratégie face à l'incertitude du monde, incertitude sociale, incertitude politique, incertitude économique. Donc, par exemple, dans le monde agricole, la mise en commun des forces de travail, de l'outillage, du temps, des biens fonciers, la veine pâture par exemple, ont été des moyens de construire ces collectifs, et notamment entre voisins. C'est-à-dire dans une même unité comprenant plusieurs familles, l'association était essentielle. Qui avait la charrue, qui avait les bœufs, en gros, pour simplifier. On nommait un pâtre public, etc. Donc on avait des formes de collectifs qui finalement ressemblent étonnamment à ce qu'on essaye de construire autour du concept d'économie sociale aujourd'hui. Et c'était des solidarités au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on est, en droit romain, in solidum, c'est-à-dire pour le tout. On a une responsabilité mutuelle entre plusieurs personnes avec une obligation sans division de dette. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai collectif, un lien personnel consolidé, sans jeu de mots. Et donc ces collectifs d'usagers révèlent aussi la mise en pratique d'une coopération sélective. Au fur et à mesure des besoins, on s'associait pour créer des choses. Et c'est dans ces groupes de voisins solidaires que naquit l'idée de mettre en commun le lait, c'est-à-dire de créer un bien commun avec le lait de chacun des troupeaux individuels, pour fabriquer un fromage à pâte pressée cuite, qu'on appelle aujourd'hui le comté,
un fromage de garde commercialisable à longue distance. Et ça, on voit les premières traces de ces éléments-là à partir de la fin du XIIIe siècle, avec des systèmes collectifs extrêmement puissants. Un exemple parmi tant d'autres. Donc, on résolvait en quelque sorte le politique, la question politique, avec la relation entre la partie et le tout, l'individu et les autres, soit au sein des petits collectifs comme les familles, soit au sein des voisins. On réglait aussi la question entre les besoins sociaux et les impératifs du pouvoir, puisqu'on avait forcément une relation avec un souverain quelconque, qu'il soit local, le seigneur, ou qu'il soit plus loin comme le roi, avec la question des choix économiques, l'intérêt personnel, l'intérêt général, et donc tout ça a été résolu dans ce système-là, par une très belle formule de l'ethnologue Bernard Creta, l'équilibre entre la terre, les hommes et les animaux. Et je rajoute les plantes. Équilibre, bien sûr, sans cesse à négocier, puisque tout ça est fluctuant, mais qui permettait d'asseoir une stratégie. Et donc, avec l'épisode révolutionnaire, ce système tend à être fracassé, en tout cas au niveau de la France, même à d'autres échelles, mais en tout cas au niveau de la France. Et les groupes ne vont pas pour autant disparaître. Et on va voir des stratégies se mettre en place, des stratégies de groupe cette fois. Notamment, les fruitières vont s'appuyer sur le Code civil de 1804. Elles ne vont pas du tout être inquiétées comme groupe pouvant menacer le pouvoir. Il y aura juste quelques petits frottements dans le dos, mais très rares. Ou alors, au niveau des familles, on va jouer on va être hors la loi, c'est-à-dire qu'en jouant non plus la loi obligatoire de succession, mais en contournant ces droits-là pour continuer à faire exister ces formes-là. Et aussi, le pouvoir, en réaction à ça, va créer justement ces formes statutaires qui vont permettre de reformuler des groupes, les coopératives, les sociétés de secours mutuels, etc., les associations plus tard. La loi libérale sur les entreprises, par exemple, de 1867, qui n'est pas une loi spécifique coopérative, mais qui va permettre l'essor de ce genre de choses. La loi de 1884 sur les syndicats, etc., notamment les syndicats agricoles. Et on voit bien que le pouvoir essaye toujours de contrôler ces affaires-là, par le fait qu'il impose des statuts à tout collectif, des statuts qu'il va falloir respecter, et qu'en les signant, on s'engage à les respecter, et en même temps, en insérant à la tête d'un certain nombre de ces structures-là, de ce type de structure-là, on va voir une élite locale qui va être porteuse de l'idéologie du pouvoir se mettre en place. Par exemple, les notables dans les sociétés de secours mutuels, mais aussi les patrons ou les négociants donneurs d'ordre dans les premières formes coopératives de consommation. C'est ce qu'on a appelé, de manière générale, au XIXe siècle, la philanthropie, dont le sens a été réduit à ce moment-là à l'exercice de la bienfaisance. Donc, on proposait quelque part une issue justement à ces groupes qui avaient tendance de toute façon à se reformer, mais en les insérant dans l'idéologie du moment. Et d'ailleurs, les philanthropes, quand ils créent, comme ils vont créer par exemple la Société d'alimentation, la Fraternelle à Saint-Claude, ce sont bien des négociants qui s'associent avec l'élite ouvrière pour créer une société d'alimentation. Ils font une acculturation, c'est-à-dire qu'en fait, ils enseignent, ils permettent aux membres d'apprendre ce que c'est que la gestion, ce que c'est que l'entrepreneuriat, etc. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient dans des formes différentes et on va les intégrer petit à petit dans la forme dominante, par le biais justement de ces structures-là. Et au même moment, bien sûr, on a la formation du citoyen en France, c'est-à-dire qu'on sort du local pour devenir quelqu'un de référent français. C'est le célèbre titre de Weber qui dit « Peasants into Frenchmen », des paysans aux Français. Et ça, je trouve la formulation très très juste. Et par contre, au bout d'un moment, bénéficiant d'acculturation ou ayant déjà les compétences requises, je vais y revenir, les acteurs des groupes qui se sont formés autour de ces philanthropes vont s'emparer du sujet. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais nous, on peut le faire aussi. Et donc, ils vont créer leur propre structure où ils vont modifier de l'intérieur les structures auxquelles ils avaient été associés. C'est le cas de la Fraternelle de Valentigney, dans le Doubs, qui avait été créée par des patrons industriels Peugeot, Japy, etc.
et qui avait associé, pareil, les cadres de l'entreprise, puis les chefs d'atelier, etc., de leurs entreprises, et qui vont faire, à partir de 1917, il va y avoir des grenouillements, et qui vont va se mettre en place une nouvelle forme de l'intérieur en 1921. Ou alors ils avaient les formes et on voit émerger justement des entreprises, comme à Oyonnax par exemple, l'imprimerie coopérative, qui se crée à la fin du 19e siècle, à l'extrême fin du 19e siècle. Elle est née spontanément en utilisant bien sûr la proposition statutaire. Et dans ce cas-là, et dans d'autres cas, ça renvoie finalement aux formes sociales qui avaient été élaborées antérieurement et dont j'ai parlé. La Société d'alimentation à la fraternelle, qui va faire aussi sa révolution en 1896, après avoir été fondée en 1881, se pensait et se vivait, dixit, en famille, comme une famille. Donc ça montre l'importance aussi structurelle de la parenté, les consanguins et les affins, bien entendu, dans la formation des groupes sociaux dans le Haut-Jura. Et exemple presque caricatural, une coopérative de production lapidaire, c'est-à-dire taille de pierre fine et fausse, se crée à Semoncel dans le Jura en 1920, 1919. Et c'est une famille, c'est-à-dire c'est le patriarche qui s'associe avec ses 11 enfants, leurs époux, épouses et les petits-enfants, à la fois pour pour faire le travail de lapidaire et pour faire le travail du domaine agricole qu'avait constitué la famille. Et qu'on qualifiait d'ailleurs ironiquement à l'époque de phalanstère. Donc ça reproduisait, ok, j'ai fini. Ça reproduisait la structure antérieure, c'est-à-dire que Audigan, qui vient explorer le Jura dans les années 1860, remarque bien que les unités de production sont les familles et que les familles se pensent comme unités de production. Et quand on épluche un petit peu les recensements de la population, on voit bien comment se déclarent les uns et les autres dans une maisonnée, où on a un qui est paysan, un qui est industriel, l'autre qui est commercial, l'autre qui est ouvrier, alors que ce sont tous les membres d'une même famille. Et donc, lorsqu'il s'agit de construire a posteriori un discours sur les origines, on a cette idée que je disais au début, c'est des conditions déplorables au départ, d'une part, et d'autre part, un père fondateur. Finalement, ça a l'air très très réducteur, mais c'est une manière de lire leur propre histoire. La condition sociale déplorable, c'est en fait le soutien qu'ils ont reçu de la part des philanthropes qui, eux, considéraient que les gens étaient à éduquer, les gens auxquels ils s'associaient et à qui ils proposaient ce type de statut. Et la morphologie sociale, c'est-à-dire le père fondateur, rejoint en fait des formules aussi essentielles, c'était des groupes familiaux. Et voilà.